Notre invité à 19h30, Jean-Louis Bruguière, il a été le premier grand juge antiterroriste. Faut-il resserrer encore la surveillance? Il nous répondra. Et d'abord, la question du jour autour de la table, islamisme, sommes-nous trop naïfs? Et cette fois, on ne va pas parler de la réponse policière, mais de la réponse politique. Il y a 15 ans, regardez, on dénonçait déjà les territoires perdus de la République, l'impossibilité d'enseigner l'histoire dans certaines classes, le recul de la mixité dans certains quartiers ou l'essor du complotisme. Qu'a-t-on fait depuis? A-t-on trop laissé de terrain à l'idéologie islamiste qui mène parfois à la rupture avec nos valeurs? Eh bien, c'est aussi sur ce terrain qu'est attendu Emmanuel Macron. On en parle et vous allez vous faire votre idée. Les présentations, un mot pour vous dire que nous avons eu du mal à monter ce débat. Pourquoi? Eh bien parce que de plus en plus d'intervenants sur ces sujets subissent des menaces, des intimidations, et cela quel que soit le point de vue défendu. Je dis bien quel que soit le point de vue défendu. J'ai organisé, animé de nombreux débats sur ce sujet ces dernières années. Aujourd'hui, le climat s'est dégradé, je le dis parce que c'est symptomatique de l'évolution des termes du débat en France sur ces sujets, et c'est dommage. En tout cas, je vous remercie d'autant plus. Merci à ceux qui sont là ce soir. Bonsoir Farid Abdelkrim. Bonsoir. Alors, votre parcours est singulier. Vous êtes un ancien membre des Frères musulmans en France. Vous étiez même président des Jeunes musulmans de France, la branche jeunesse des Frères musulmans. Et puis, vous en êtes sorti. Aujourd'hui, vous dénoncez un discours, je cite, un discours de haine que les fondamentalistes et les intégristes musulmans propagent dans la République. Ce sont vos termes. Vous êtes devenu comédien, humoriste. Vous en avez fait un spectacle où ça se termine toujours par un dialogue avec la salle. C'est un one-man show. Et puis, vous avez monté aussi une web-série, Un musulman qui te veut du bien. Et je précise que cette web-série, certaines prisons ont décidé de la diffuser parce qu'elles y voient bien des qualités pédagogiques sur les dangers d'un certain islamisme politique. Bonsoir à vous, Fatima Benomar. Bonsoir. Vous êtes féministe, porte-parole, co-porte-parole des effrontés, et vous jugez qu'on instrumentalise trop la laïcité au détriment, et bien souvent, des musulmans. Bonsoir à vous, David Cormand. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous pensez, vous aussi, qu'on a trop tendance à mettre tout le monde dans le même sac et qu'il faut bien peser les termes dans ces sujets-là. Et puis l'avocat Richard Malka nous rejoindra dans un instant. Richard Malka, c'est un compagnon de route de Charlie Hebdo, et lui pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour nous réarmer idéologiquement, culturellement, face à cet islamisme politique qu'il dénonce dans les quartiers. Avant de vous entendre les uns et les autres, ce qu'il faut retenir de cet après-midi, première séance de questions au gouvernement depuis l'attentat, 1 minute de silence et la réponse aux attaques et aux critiques, la réponse d'Édouard Philippe, et notamment sur cette réponse idéologique et culturelle à la poussée de l'islamisme. Noé Gandillot. À la mémoire des victimes, à la mémoire d'un héros français, je vous invite à observer maintenant 1 minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez toujours à vos côtés si vous prenez les décisions que les Français ont déjà trop attendues. Je dois dire le caractère étonné qui est le nôtre lorsqu'on voit le concours Lépine de la solution miracle qui ressurgit alors que malheureusement elle n'existe pas. Nous devons être responsables. Personne ne devrait prendre prétexte du malheur qui nous frappe pour entrer dans une surenchère démagogique. Le lieutenant-colonel Beltrame est un héros. À notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendrait à nous déchirer. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Nous devons réarmer la République face à la radicalisation islamique qui menace notre société. Non pas seulement quand elle conduit à la violence, elle nous défie en vérité à chaque fois que les lois de la République sont mises en balance avec des préceptes religieux. À chaque fois que dans une école, on insiste sur la croyance
en résistant à la connaissance. À chaque fois que dans l'espace public, il est porté atteinte aux exigences de la vie en société. C'est un combat qui sera long et qui sera difficile. Et nous le savons tous. Tous ceux qui ont été aux responsabilités le savent. Tous ceux qui sont aux responsabilités le savent. Et je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, tous ceux qui aspirent aux responsabilités le savent aussi. Nous lutterons, pied à pied, parce que la France est plus grande et plus forte que ceux qui la mettent en cause, parce qu'elle a montré par son histoire, par sa culture, par sa force, qu'elle était capable d'apporter, année après année, mois après mois, jour après jour, les réponses qui sont les nôtres. Voilà, ambiance plutôt consensuelle cet après-midi à l'Assemblée, qui a tranché un peu avec le déluge de critiques qui se sont abattues hier, notamment sur le gouvernement. Farid Abdelkrim, la France est capable de faire face, la France est capable de lutter. Est-ce qu'elle l'a fait, ou pour reprendre le titre de la question posée aujourd'hui, avons-nous été trop naïfs face à cet islamisme politique? Et là, je parle bien du combat des idées, de l'affirmation des positions de la République. Il me semble qu'au niveau du combat des idées, beaucoup reste encore à faire, parce qu'il y a effectivement une tendance ici et là à considérer que l'islamisme, par exemple, des frères musulmans, celui auquel moi j'ai contribué, est un islamisme qui ne pose aucun problème et qui n'est pas en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'aime à dire, et je l'ai écrit dans le livre que j'ai édité en 2015, que j'avais une part de responsabilité et que je l'admettais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notamment à travers ce que j'ai pu dire et ce que j'ai pu diffuser en termes de discours. C'est un discours qui considère que l'islam est censé englober absolument tous les aspects de la vie. Et un discours qui, d'une certaine manière, est capable de faire fi de toutes les valeurs et de tout ce qui a été mis en place dans une histoire très longue, douloureuse parfois, de notre pays. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut savoir nommer les choses par leur nom, appeler un chat et un chien, et dire qu'effectivement, le discours islamiste, et je prendrai qu'un seul exemple pour étayer mon propos, est un discours qui est à l'origine de ce qui se passe. Je dis souvent que les frères musulmans ont rêvé de restaurer le califat. Daesh l'a fait. Et donc on est dans quelque chose qui est une continuité de ce qui s'est passé. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on entend encore des gens se servir de Dieu pour mieux se servir des hommes, alors que tout religieux qui se respecte, pour moi, est là pour servir Dieu et servir les hommes. Fatima Benomar, on a trop laissé le champ libre à cet islamisme, et c'est le moment de réagir aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que dans la société aujourd'hui en France, il y a un consensus absolu contre l'islamisme. Là où il y a une confusion, pour être précise, par rapport à la question de la laïcité, c'est que la laïcité a été pensée pour désamorcer le pouvoir politique des religions, c'est-à-dire de séparer les religions et de l'État, afin que les religions redeviennent des convictions privées et qu'elles deviennent aussi des spiritualités plus intéressantes, parce qu'elles n'allaient plus s'imposer en fait à la population. Et c'est ainsi que ça s'est fait en France. Et le souci, moi, que ça me pose, c'est que maintenant, je pense qu'il faut profiter de ce moment politique d'agression du fait des attentats islamistes pour repréciser les choses. Le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a des unes de journaux qui disent le problème de l'islam, c'est-à-dire d'une majorité de la population qui est de confession musulmane, qui n'a jamais fait un attentat de sa vie. Et moi, je suis issue d'une famille musulmane dont il y a beaucoup de croyants. Et à chaque fois qu'il y a un attentat, ils sont les premiers choqués. Et en plus, ils sont les premiers agacés puisqu'ils se disent c'est reparti, on va encore faire des amalgames entre l'islam et l'islamisme. Alors, l'islam est une religion, l'islamisme est une doctrine, donc une idéologie. Est-ce que d'après vous, elle n'a pas aujourd'hui une emprise sur certains quartiers, sur une partie de la population qui dépasse le cadre strict d'une religion et du privé ? Je pense que ceux qui défendent un intégrisme islamique vont utiliser justement un discours pour dresser une certaine partie de la population, souvent les plus vulnérabilisés, effectivement les plus issus des quartiers populaires, ceux qui ont les moins d'opportunités, ceux qui ont les moins de chances de s'en sortir, pour leur dire « Vous voyez, vous ne faites pas partie de la République, vous êtes déjà marginalisés économiquement, stigmatisés dans les débats, etc. » Et de fait, donc embrasser l'expression guerrière finalement de l'islam
l'islam, qui est l'islamisme, qui se fait pour conquérir le monde, pour son bien, etc. Et donc, effectivement, ce qu'il faut essayer, il faut essayer d'allier la question de la lutte contre l'islamisme au fait de ce public. Pourquoi il y est sensible? Parce que je pense que quelqu'un qui est absolument inséré dans la société, qui a les mêmes opportunités, qui ne subit pas des discriminations comme les autres, ne va de toute manière pas sacrifier sa vie et son destin pour cette idéologie, à part s'il y croit absolument. Et c'est pour ça que c'est important que dans les débats, il n'y ait pas de la discrimination et de la stigmatisation bête et méchante de quelqu'un dès qu'il se dit musulman, parce que sinon tous les musulmans qui nous entendent, qui le sont tout simplement de par leur croyance, vont se dire de toute manière on fera jamais corps avec cette République, on sera de toute manière stigmatisés, et ils peuvent se faire influencer et embrigader par les islamistes. Farid Abdelkrim, il faut s'abstenir de critiquer l'islamisme parce qu'on risque de... C'est tout ce que je disais. C'est de stigmatiser les musulmans. Voilà, mais critiquer l'islamisme. Est-ce qu'on a été trop naïf face à cet islamisme? Il faut critiquer l'islamisme en des termes précis et en disant ce que c'est. En fait, la critique paraît difficile parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, selon moi. Bien souvent, ceux qui sont porteurs d'un discours sur la religion musulmane sont porteurs de ce discours qui peut mener à l'islamisme. Moi, je dirais juste qu'il y a 3 éléments qui se dégagent à chaque fois des discours qui ont été élaborés par les islamistes, dont, encore une fois, j'ai fait partie. Et c'est Votre livre, c'est « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste » aux éditions Les Points sur les i. C'était il y a 3 ans. Tout à fait. Donc, les 3 éléments qui ressortent à chaque fois du discours qui est diffusé sont les suivants. Le premier, c'est que c'est un discours qui met la religion musulmane chez beaucoup d'individus et même des gens très cultivés dans une posture identitariste dans leur quête d'islam. C'est-à-dire que à défaut de se constituer une identité claire, citoyen à part entière, etc., on va se définir en tant que musulman. Ça, c'est le premier élément. Donc, un rapport identitaire à la religion dans le discours. Deuxième élément qui ressort directement de tout cela, c'est cette posture victimaire que développe un certain nombre de personnes qui prétendent souffrir du fait de leur islamité. Et parfois, et moi j'aime à le dire, parce que je pense qu'il faut responsabiliser les gens qu'on rencontre, c'est parfois une souffrance de déficit de souffrance. À défaut d'avoir souffert, on a envie ou besoin de souffrir. Donc on va s'inventer des causes, on va s'inventer des douleurs, on va s'inventer des souffrances, et surtout, on va vous culpabiliser en vous disant vous devez prendre fait et cause pour l'ensemble des musulmans de ce monde. Sauf que c'est pas supportable pour un seul être humain. Et la dernière dimension qui ressort de tout cela, c'est une conception binaire du monde, c'est nous contre eux. De toute façon, on ne peut pas envisager les choses autrement. Comme si ceux qui souffraient le plus, dans le discours de certains, c'était les musulmans. Et ça, je l'ai dit, et beaucoup le disent aujourd'hui. Et il ne faut pas être naïf et se dire que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui participent à une forme d'auto-stigmatisation. Et ce sont des gens cultivés qui ont besoin, à un moment donné, de se servir du levier de la religion pour dire, regardez, c'est pas à l'islamisme qu'on s'attaque, c'est à l'islam. Alors qu'en fait, ceux qui utilisent l'islam, ici, le font en islamistes invétérés pour mieux, encore une fois, se servir des individus. David Cormand, je vous donne la parole dans un instant, mais regardez cet élément quand même intéressant. Jusqu'à quel point cette idéologie islamiste parvient-elle à influencer ou pas les musulmans en France ? L'Institut Montaigne a tenté de le mesurer il y a quelques mois via une enquête de l'IFOP. Regardez le résultat. Antoine Bourdarias, Marie-Hélène Astrodo. Mieux connaître les musulmans de France, c'est l'objectif de cette vaste étude. Pour la première fois, ce sondage a mis en lumière une communauté loin d'être homogène. Premier enseignement, les musulmans de confession ont une pratique religieuse plus fréquente que le reste de la population française. 31% des sondés vont à la mosquée au moins une fois par semaine et de nombreux musulmans prient sans se rendre dans un lieu de culte. L'étude analyse également un marqueur très fort de l'identité musulmane, le port du voile. 65% des musulmans, pratiquants ou non pratiquants, y sont favorables, mais 2/3 des femmes interrogées disent ne pas le porter. Autre marqueur, la mixité. 33% des musulmans refusent par exemple de se rendre dans une piscine mixte. Au fil de ces statistiques, l'étude différencie plusieurs catégories de musulmans en France. 46% d'entre eux placent la loi de la République devant la loi religieuse. En revanche, ils sont 28% à juger que la charia est plus importante que la loi de la République. Parmi eux, une majorité de jeunes musulmans.
Voilà, on salue Richard Malka, l'avocat Richard Malka qui nous a rejoint, compagnon de route de Charlie Hebdo, partisan d'une laïcité, une laïcité qui s'affirme, une laïcité claire et nette, et auteur, romancier récemment, auteur de Tyrannie aux éditions Grasset. Bonsoir Richard Malka. 28% des musulmans qui pensent visiblement que la charia est plus importante que les lois de la République. C'est alarmant, Denis Cormand ? Oui, évidemment, mais vous savez... David Cormand, pardon. Oui, des sondages de ce type, il y en a beaucoup. Je me rappelle un sondage récent par rapport au complotisme, par exemple, où on demandait aux gens s'ils croyaient ou pas, si le 11 septembre avait été arrivé. Et on se rendait compte que beaucoup de Françaises et de Français, quelle que soit leur confession, avaient des doutes par rapport à ces événements-là. Donc je pense qu'il faut se méfier aussi de ces choses-là par rapport... C'est-à-dire s'en méfier. Vous avez un doute sur la sincérité Non, j'ai pas de doute, mais on est dans un moment où, un certain nombre de valeurs qu'ont fondées notre République sont remises en question par l'ensemble de la population de notre pays, et ceux qui soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas. C'est-à-dire que ce qui est porté comme étant les lois de la République, liberté, égalité, fraternité, la question de la laïcité, toutes ces valeurs-là qu'on considérait depuis des générations comme étant un peu intangibles et indiscutables, aujourd'hui c'est remis en question, et on dit après tout pourquoi on continuerait à croire à ces trucs-là, et on s'en remet à d'autres types de valeurs. Et l'islamisme n'a pas l'islam. L'islamisme n'a pas un rôle particulier, n'a pas une influence particulière dans ce cadre-là. Sans doute. Je pense qu'il s'appuie sur un certain nombre de doutes qu'ont beaucoup de jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, de notre société, pour porter le coin. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est le glissement qui se fait entre islamistes, intégristes, terroristes, et l'islamisme, ce qui est pour moi encore autre chose, et le fait d'être musulman. C'est-à-dire ces trois dimensions qui, de mon point de vue, n'ont pas grand-chose à voir. Le seul point commun, c'est qu'ils se réfèrent tous à un imaginaire que serait l'islam, sauf qu'on voit bien que chacun ne le vive pas de la même façon. D'ailleurs, derrière l'action politique des terroristes, il y a une véritable stratégie qui met en danger notre cohésion sociale. Al-Souri, qui est un des théoriciens de la stratégie d'Al-Qaïda puis de Daesh, a parfaitement mis ça noir sur blanc. Le fait de monter des attentats en France et en Occident, c'est pour créer une réaction en chaîne où la société occidentale va réagir, peut-être même surréagir par rapport aux musulmans, et mettre en demeure les musulmans de choisir un camp. Soit vous venez vers nous, vers un islamisme ou vers un islam politique et vers même la violence, soit vous êtes condamnés à devoir vous confondre dans la société occidentale. Et je pense que cette façon de poser le dilemme, on doit réfléchir à le déconstruire. Richard Malka, je vous pose la question qu'on a inscrite sur l'écran. Est-ce qu'on a été trop naïf face à l'islamisme qui peut concourir à fracturer la société et à, j'allais dire, d'une certaine manière, préparer le terrain à des gens qui souhaiteraient passer à l'acte, ou est-ce qu'en faisant ça, on fait ce que David Cormand dénonce, c'est-à-dire nous-mêmes fracturons la société ? Moi, je crois qu'il faut nommer les choses. J'ai le triste privilège de me préoccuper de ces questions-là depuis maintenant longtemps, au travers du procès des caricatures de Mahomet en 2007, donc la question de la critique de la religion, en l'occurrence de l'islam, mais c'est de toutes les religions dont il s'agit, et puis au travers de Baby Lou, donc la question de la neutralité religieuse dans l'entreprise, et puis au travers de bien d'autres procès. Et je tiens à dire aussi que, année après année, dans tous ces combats, j'ai été de plus en plus accompagné, je le dis à chaque fois, par des musulmans qui sont aujourd'hui, dans ces combats-là, à la pointe. Ça existe aussi, c'est notre société aussi. Vous en avez un à côté de vous. Mais bien sûr. Et d'autres plus âgés que vous, absolument, ont quitté leur pays pour fuir le fanatisme religieux qu'ils retrouvent aujourd'hui en France, et c'est insupportable. Donc il y a ces débats, il y a ces polémiques, il y a ces combats, et il faut nommer les choses, il faut les dire, il faut dire qu'il y a des problèmes pas chez les musulmans. Et ça, je rebondis sur ce que vous dites, il faut faire, et c'est ma ligne éditoriale, et c'est la ligne éditoriale du droit, et c'est celle qu'on devrait avoir, il faut faire systématiquement la différence entre la religion, l'islam, que l'on peut critiquer autant que l'on veut et avec virulence, parce que nous sommes dans un pays laïque et que la critique de la religion, c'est aussi ce qui protège de l'idolâtrie et du fanatisme, et les musulmans.
Et ça, c'est autre chose. Et on ne doit jamais mettre en cause des musulmans à raison de leur religion, de la même façon qu'on ne peut pas mettre en cause des juifs ou des catholiques à raison de leur religion. Mais les religions, oui, ça, on peut les mettre en cause. Alors à partir de là, on peut juste faire 3 ou 4 constats et idées simples. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour considérer qu'on peut critiquer les religions? Est-ce que nous sommes tous d'accord pour considérer que la condamnation à mort pour l'apostat tel que le revendique l'UOIF, donc des gens avec qui nous parlons, une émanation des frères musulmans, c'est inacceptable et qu'on ne doit pas parler avec ces gens-là. Est-ce qu'on est tous d'accord pour considérer que dans tous les territoires de la République, une femme doit pouvoir porter le voile si elle en a envie, c'est son droit le plus strict, ou une mini-jupe si elle en a envie, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on est tous d'accord pour considérer que certaines municipalités doivent arrêter de subventionner des associations proches des frères musulmans? Voilà, il y a quelques constats. Alors, comme ça. Fatima Benomar, je rebondis là-dessus et je rebondis, si vous le voulez bien, sur la mixité. Une femme doit avoir le droit de porter le voile, elle doit avoir le droit de porter une mini-jupe. Je vous pose la question parce que, regardez, voilà. Il y a eu récemment encore, porte de la Chapelle, cette polémique sur des femmes victimes de harcèlement et qui ne pouvaient pas se promener avec la tenue qu'elles souhaitaient. Un peu avant, il y a eu une secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascale Boitard, qui avait dénoncé les zones où les femmes ne sont pas acceptées. Il y a eu ces fameux cafés à Rieux-la-Pape, à Sevran, avec les controverses qu'on connaît. Mais enfin, où visiblement, ça n'était pas toujours simple pour des femmes de y entrer tranquillement. Est-ce que là-dessus, vous réagissez? Je réagis. Ce n'est pas par rapport à l'islam que les femmes ne peuvent pas sortir dans l'espace public depuis des siècles, c'est par rapport à la présence masculine. Je suis bien désolée, je suis heureuse qu'il y ait le mouvement MeToo récemment, pour qu'il y ait eu des milliers de témoignages, pour que des femmes aient témoigné que dans des villes même où il n'y a jamais eu de migrants, les femmes avaient des problèmes à être dans une mini-jupe dans l'espace public parce qu'elles se fait traiter de putes et de salopes. Le seul point commun entre les harceleurs, c'est leur appartenance à la classe des hommes. C'est le fait que ce sont des hommes. C'est parce que ce sont des hommes que eux, ils peuvent même sortir torse nu en plein déménagement quand il fait chaud et que quand les femmes sortent avec une mini-jupe, elles se font harceler dans toutes les régions de France. Donc ça, vraiment, d'entendre un homme oser dire les femmes ne peuvent pas sortir sans mini-jupe. Déni de réalité je suis bien totale. Heureuse que plein de femmes... Moi, vous savez où je me fais le plus harceler? C'est à la fête de l'UMA. Et c'est pendant les manifestations par les camarades syndicalistes que j'adore par ailleurs. Mais il faut arrêter... Déni de réalité. Oui, c'est déni de réalité. Il y a plein de femmes qui sont en train de m'entendre, qui ont été harcelées par des hommes aussi blancs que vous l'êtes. Bien donc sûr, il n'y a pas de problème. Mais qui vous dit le contraire? Mais juste parce que là, vous faites semblant de ne pas comprendre. Il vous répond. De renvoyer ça à la religion et pas à la question de la domination de genre et à la question de la domination masculine. Il vous répond. Mais juste parce que... Non, mais attendez. Il vous répond sur ce point. Madame, juste 2 points. Pourquoi c'est les femmes qui portent des voiles? Pourquoi ce n'est pas les hommes? Grâce au patriarcat. Et le voile a été inventé en Mésopotamie avant les 3 religions monothéistes. Bon. Et les 3 Deuxième point, venir nous dire qu'il y a des banlieues dans lesquelles on peut se balader en mini-jupe comme on veut, je ne sais pas si vous voulez dire ça, mais vous allez être ridicule si vous dites ça, parce que c'est pas vrai. Vous savez, il y a des femmes, parce qu'elles ont été en soirée avec des hommes, tous laïcs, tous athées, parce qu'elles étaient en mini-jupe et parce qu'elles ont bu, elles sont sorties de cette pourquoi ne pas vouloir voir les problèmes? Et ce sont ces femmes-là qu'on accompagne dans les commissariats. Et il y en a beaucoup qui sont... Farid Abdelkrim, sur ce point-là, est-ce que c'est un déni de réalité ou est-ce que là-dessus, les difficultés pour les femmes de se vêtir comme elles veulent, ça n'a rien à voir avec l'islamisme ou la présence de l'islamisme dans certains quartiers? Alors, moi, si vous voulez, je vais même peut-être aller un peu plus loin sur cette question. Dans les capsules vidéo que vous évoquiez tout à l'heure, le musulman qui te veut du bien, j'en ai fait une qui s'intitule « Ma sœur, tout est de ta faute ». Il y a, et ça on ne peut pas le nier, dans le discours d'un certain nombre de religieux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en France, jusque dans la bouche de gens qui sont nés en France et qui ont étudié l'islam via des ouvrages, ou en tout cas des professeurs qui viennent d'ailleurs, une espèce de disproportion dans les enseignements qu'on propose et qu'on diffuse en direction des femmes. Moi, je l'ai dit de manière très claire, la femme, dans cette capsule, c'est le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'on s'est moqué d'elle. Et je m'amuse, moi, à poser des questions, puisque je rencontre des jeunes femmes et des jeunes hommes un peu partout, que ce soit en milieu carcéral ou à l'extérieur. Et je leur demande, par exemple, si, dans leur esprit, il est possible qu'une femme soit imam.
Et les jeunes garçons comme les jeunes filles vous diront non. Et quand je leur demande pourquoi est-ce que c'est écrit dans le Coran, tout le monde s'accorde pour me dire non. Ça, on vous dira que dans la religion catholique, c'est pareil. Mais dans un pays qui n'a connu aucune femme présidente, vous savez, on a beaucoup de mal aussi en France à imaginer une femme présidente. Alors, si je peux juste terminer moi, je ne suis pas là pour me battre avec qui que ce soit. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience. Très humblement, vous en faites ce que vous voulez derrière. Moi, je peux vous dire que dans les mosquées et dans le discours des imams aujourd'hui, à coup de versets du Coran et à coup de hadiths du prophète, nous avons affaire à des gens qui considèrent que la femme n'a pas le même statut que l'homme. Et oui, ça s'appelle le patriarcat. Bienvenue sur la planète Terre. C'est fou. Mais juste rien que par rapport au voile. Je veux juste terminer. C'est-à-dire que vous comptez nous interrompre comme ça toute la soirée. Je suis désolée, je suis la seule qui est pas. Terminé, Farid Abdelkrim. Moi, je vous ai écouté jusqu'au bout, donc s'il faut qu'on s'interrompe, on peut tous le faire et ça va être cacophonique. Je suis juste en train de vous dire que dans le Coran et dans l'interprétation qu'en font les hommes, c'est effectivement une interprétation patriarcale, mais il n'empêche que c'est une interprétation qui se veut islamique et non pas islamiste. Islamique, j'insiste là-dessus. Donc la femme a effectivement beaucoup à faire pour pouvoir trouver un statut qui lui permettrait de s'affranchir de la tutelle masculine, tutelle qui est justifiée, légitimée par une certaine lecture de l'islam, et ça, on ne peut pas... Alors, Fatima Benomar, promis, vous répondez dans un instant. On doit marquer une pause. La parole sera à vous dans un instant. À tout de suite. Votre programme avec cherchemoney.com. Trouver la question du jour, islamisme, sommes-nous trop naïfs? On ne parle donc pas de la réponse policière ou sécuritaire, on l'a fait hier, mais de la bataille politique, idéologique face à un islamisme qui serait de plus en plus présent et qui défierait parfois les règles ou les usages de la République. On en parle depuis tout à l'heure avec Farid Abdelkrim, ancien des frères musulmans et qui aujourd'hui dénonce leur discours. On en parle avec Fatima Benomar. On en parle avec Richard Malka, l'avocat proche de Charlie Hebdo. On en parle avec David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On va voir les signes visibles de cette emprise de l'islamisme. Mais Fatima Benomar, vous vouliez répondre. On a vu qu'une ancienne secrétaire d'État dénonce ces quartiers où les femmes sont indésirables. On a vu ces affaires où des femmes sont venues dénoncer le fait qu'elles ne pouvaient pas se vêtir comme elles le souhaitaient, en mini-jupe notamment. Et on disait, oui, ce sont des quartiers où les valeurs de l'islamisme politique est assez présent. Et vous disiez non, ce n'est pas spécialement dans ces quartiers, c'est partout. Est-ce que ça n'est pas être naïf face à l'islamisme? Non, ce n'est pas être naïf, c'est la réalité. Nos sociétés se sont construites sur la valeur de l'exclusion des femmes de l'espace public. D'ailleurs, dès la Mésopotamie. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, des femmes en témoignent par milliers et grâce aux réseaux sociaux, elles peuvent en témoigner publiquement, que quand elles veulent faire le tour du monde, que quand elles veulent sortir la rue, que quand elles veulent aller dans des festivals, eh bien oui, elles sont tout simplement, elles subissent les représailles c'est pas plus dur dans certains quartiers que dans d'autres? Il ne me semble pas que ce soit plus dur dans certains quartiers dans d'autres. Et je vous incite à aller sur des blogs comme Paytachnek ou des femmes de tout milieu, de toute catégorie. Et d'ailleurs, là où on a un grand problème, c'est dans les milieux bourgeois, c'est qu'il y a vraiment une forte culture du tabou où beaucoup de femmes ne vont pas pouvoir témoigner des violences qu'elles y subissent, alors qu'on a l'impression que les violences faites aux femmes seraient concentrées dans des milieux plus prolétaires ou plus liés à l'immigration, quoi que ce soit. Mais je voulais juste réagir à certaines choses qui ont été dites. Il me semblait que vous aviez dit qu'il y avait des personnes qui se victimisaient sans raison par rapport à leur appartenance à la religion musulmane, et il me semble que c'est important de vous renvoyer au moins au testing, parce que là c'est concret, que font des associations comme la Maison des Potes, qui montrent qu'effectivement, quand on a un patronyme, quand on est supposé être de la religion musulmane, même si on ne l'est pas par ailleurs, on vit de réelles discriminations et d'injures publiques et d'accès au logement et d'accès au travail, etc. Et juste aussi par rapport à ce qui a été dit sur... Attendez, on fait les points les uns après les autres. Très rapidement, parce que ça a été dit, je n'avais pas réagi dessus, que une certaine partie de la population musulmane pourrait dire en réponse à un sondage, moi, je crois que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Des personnes musulmanes interrogées pour cette enquête de l'IFOP. Par nature, les religions, effectivement, imposent qu'il y a une loi divine qui est supérieure à la loi terrestre, que la vie sur Terre n'est qu'un passage, et que bon... C'est-à-dire que ce sondage, enfin, très franchement, ma mamie aurait pu dire, évidemment que la loi de Dieu est supérieure parce qu'elle est croyante. Ça ne veut pas dire absolument que cette femme va un
jour passer à l'acte. Vous pensez que des personnes de religion catholique auraient répondu la même chose? La loi religieuse est supérieure à la loi de la République? Il suffisait d'aller se balader 2 minutes dans les trucs de la Manif pour tous. À un moment, j'avais fait une vidéo trottoir pour piéger les gens de la Manif pour tous, et il y a des intégristes. Juste sur ce point? Non, mais donc il n'y a absolument aucun problème, tout va bien. Bah si, c'est ce que vous dites. Il y a, moi, j'ai jamais vu dans le 16e arrondissement de café où il n'y avait pas de femmes. Bon, voilà. Alors, il peut y avoir des phénomènes de sexisme dans le 16e arrondissement comme ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans certains quartiers. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de le problème, c'est la sécularisation. Moi, je suis d'accord pour dire que toutes les religions sont sexistes, mais toutes, absolument toutes. Sauf que, et c'est ce que ce sondage dit, il y a une sécularisation qui n'est pas la même de l'islam en France. On parle de la France, qui n'est pas la même que celle des autres religions. Donc il y a un rapport de proximité plus grand à sa religion, et donc il y a effectivement sur le rapport d'égalité homme-femme une difficulté. Je veux dire, il faut la regarder. C'est pas tous les musulmans. Vous savez, le mouvement qui a réussi à supprimer les ABCD de l'égalité, ce sont les catholiques. Ce sont les catholiques qui ont réussi à revenir. C'est à Richard Malka. J'ai milité avec Ni Pute Ni Soumise, qui est une association que vous devez connaître. Elle se battait contre ça. C'était des musulmanes et elles n'étaient pas du tout dans le déni de la réalité. Et c'était leur combat essentiel de lutter contre ces phénomènes communautaires. Ils existent, madame. Je veux dire, c'est pas rendre service aux femmes. Cologne existe. Cologne a existé. Et la fête de la bière aussi. D'ailleurs, c'était le slogan des féministes. Mais vous trouvez toujours un contre-exemple pour dire voilà, il y a chez les autres aussi. Oui, alors, je vous propose d'avancer un peu. Fatima Benomar, vous vous êtes exprimée. Ce sont les catholiques. Fatima Benomar. Qui ont un lobby réel et politique. Vous vous êtes exprimée. C'est qui était autour de Fillon? C'était la Manif pour tous. Je vous propose d'avancer un peu sur les autres défis. Quand on parle de défis de l'islamisme à la République, quels sont les signes visibles de cette emprise qui peut heurter parfois les principes de la République? Voici les indispensables avec Marie Bello. Bonsoir Marie, on a parlé des questions de mixité. Quelles sont les autres manifestations? Eh bien, l'un des indicateurs, c'est dans l'éducation. Plusieurs problèmes identitaires et religieux ont été signalés par des enseignants et voici quelques exemples. Ils peuvent constater notamment des conflits entre fêtes religieuses et jours d'examen, notamment le samedi matin. Il y a également des demandes de certificats d'absence à des cours de sport comme la natation ou encore des contestations des cours de biologie, notamment sur l'enseignement de la sexualité ou encore en histoire sur le fait religieux ou le conflit israélo-palestinien. Alors ces incidents, ils sont en forte hausse depuis 15 ans à tel point qu'un ancien proviseur de collège de Marseille, Bernard Ravet, a écrit ce livre, Principal de collège ou imam de la République. Il y constate complètement stupéfait la montée du radicalisme à l'école. On va l'écouter. Je crois qu'il y a un phénomène de remontée du religieux et dans cette mouvance du remontée religieux, un certain nombre d'élèves qui sont élevés dans une approche radicale de la religion. Et le point ultime, c'est quand un élève vous dit il faut préférer la loi de Dieu à la loi des hommes. Alors l'autre indicateur dans l'éducation, ce sont les augmentations des écoles hors contrat. Ce sont ces écoles hors du système de l'éducation nationale qui prônent une liberté pédagogique. Alors en 2017, il y a eu 150 nouveaux établissements hors contrat créés, ce qui porte le nombre global à 1300 et cela concerne 74 000 élèves. Et dans ces 1300 établissements hors contrat, il y en a 1000 qui proposent des pédagogies alternatives comme l'école Montessori et 300 qui proposent une éducation confessionnelle, catholique, juive, protestante, musulmane. Et ce sont ces 300 écoles qui inquiètent majoritairement le gouvernement car ça peut présenter un risque de radicalisation ou de séparatisme religieux. Alors je vous interromps Marie, vous allez continuer dans un instant, mais je voudrais qu'on dise un mot de l'école. Sur ces écoles privées, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires avec des procès, notamment à Toulouse, sur des écoles de confession musulmane qui échappaient à tout contrôle. On a considéré que c'était des dérives sectaires parfois. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur cette impossibilité parfois d'enseigner l'histoire ou d'enseigner la biologie, c'est-à-dire la reproduction, l'histoire de l'homme, qui entre en contradiction avec les versions religieuses. Farid Abdelkrim, est-ce que vous y voyez, là aussi, un combat que mène l'islamisme politique en France ? Et je pense encore une fois que le discours qui a été véhiculé est un discours qui met en relief le fait que certains musulmans seraient les détenteurs de la toute vérité avec un grand V. À partir de là,
eh bien, ça va conditionner le comportement d'un certain nombre d'individus. Vous savez, il y a des enseignants que moi je connais qui sont de culture musulmane et qui, professeurs des écoles, me racontent des histoires avec des élèves qui n'osent pas dessiner, par exemple, des formes humaines parce que, et des enfants qui se mettent à pleurer, qui sont en CE1 ou en CE2, qui se mettent à pleurer parce qu'ils disent, si je dessine une forme humaine, je vais aller en enfer. Donc il y a effectivement un discours. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est une réalité, effectivement. On va refuser une certaine partie de l'histoire, on va refuser de la biologie, alors qu'en réalité, les enseignements auxquels moi j'aspire et que je connais et qui peuvent être tirés du Coran et de la tradition prophétique, ce sont des enseignements qui devraient stabiliser, réconforter l'individu et lui permettre d'affronter toutes les questions qui lui sont posées par le monde dans lequel il vit. Il ne doit pas les rejeter parce qu'on est là dans une forme de dogmatisme, et je sais de quoi je parle. Il y a un réel dogmatisme quand il s'agit de parler de ce que propose l'autre, quand il s'agit de se confronter à la vérité de l'autre. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et ce qui est important dans une république comme la nôtre, c'est qu'on puisse les mettre en relation les unes aux autres. Qu'on leur apprenne, je termine là-dessus, qu'on leur apprenne à pouvoir en discuter et débattre. Et bien souvent, le débat est compliqué. David Cormand, vous reconnaissez ces difficultés dans les écoles ? Elle est incontestable. Après, vous savez, c'est la même chose. Et quand on dit ça, c'est pas pour relativiser le fait de la question de l'islamisme intégriste. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Résumer la question du sexisme et de l'agression des femmes au fait à l'islamisme, ça serait une erreur grave. Et de la même façon... Alors la résumer, peut-être pas. Mais dire qu'aujourd'hui, ça concerne plus certains quartiers que d'autres... Oui, mais pourquoi on en parle aujourd'hui dans le cadre de ce débat-là ? Vous savez, je suis dans un parti politique qui a connu des faits d'agression envers des femmes et on n'a pas, ça n'avait rien à voir avec l'islam. Alors, je vous réponds, pourquoi est-ce qu'on a posé la question ce soir ? Parce que beaucoup considèrent, à gauche comme à droite, que le combat contre le terrorisme, il y a aussi une dimension de contre-attaque idéologique et culturelle face à une autre idéologie, celle de l'islamisme politique, qui sépare, qui est dans une logique sectaire parfois et qui peut déconnecter l'individu de ses attaches avec la République, non pas prôner le terrorisme, mais le déconnecter de façon à ce que ces individus soient plus sensibles aux sirènes du djihadisme. Tout cela est juste. Le problème, c'est que si on veut répondre vraiment à ce risque, je crois que la question notamment du sexisme et des violences faites aux femmes mérite mieux que ce prisme-là. Mais pour l'éducation, encore une fois, c'est pas pour tirer de côté. Mais regardez aux États-Unis, Donald Trump, il n'est pas islamiste intégriste. Dans les écoles, on remet en question l'enseignement de l'évolution Darwin. Le créationnisme, bien sûr. Et, donc, ce sont les fanatiques évangéliques qui sont à l'origine. Et je crois que nous sommes dans en France. Mais nous sommes dans une période en Occident où il y a une forme, quelles que soient les croyances, de nostalgie d'une période dorée, mais y compris au niveau politique. Et moi, ce qui me saisit dans l'islamisme, et le point commun que j'y vois, mais notamment, par exemple, avec l'extrême droite, c'est qu'ils ont en commun, au-delà de tous les 3 points que vous disiez tout à l'heure, cette espèce de nostalgie d'un âge d'or fantasmé. Et qu'ils défendent, et d'ailleurs quand on remet en question Darwin, quand on remet en question l'institution et l'enseignement de la science, des questions progressistes, il y a une sorte de rejet spontané de dire mais tout cela finalement n'est pas si vrai. Là, ça percute encore une fois la question du complotisme. Donc dire tout ça, ça ne veut pas dire que c'est scandaleux qu'on stigmatise l'islamisme et donc il faut arrêter d'en parler. C'est d'essayer d'appréhender cette dérive de nos sociétés, non pas uniquement à travers l'angle de la religion musulmane ou de l'islam, mais à travers l'angle d'une dérive très dangereuse. Ça se manifeste pas plus aujourd'hui du côté de l'islamisme Je pense qu'on regarde particulièrement qu'il y a un effet loupe important. Non, s'il vous plaît, je voudrais qu'on accueille René Frégosi sur ce sujet, notamment philosophe, politologue, parce qu'elle a signé, René Frégosi, un appel qui a fait beaucoup de bruit, l'appel des 100 contre le séparatisme islamiste. Dans le Figaro. Bonsoir René Frégosi, soyez la bienvenue. Par séparatisme islamiste, eh bien, vous entendez précisément dénoncer cette idéologie qui remet en cause les fondements, les pratiques, les usages de la République. Est-ce que pour vous, l'école en fait partie, les enseignements scolaires font partie de cette remise en cause parfois ? Oui, bien sûr. Ce qu'on entend par séparatisme, c'est le propre du communautarisme, c'est-à-dire fermer
des groupes sociaux sur eux-mêmes, les enfermer dans une communauté, affirmer qu'ils font partie d'une communauté et séparer cette communauté d'autres communautés ou du reste de la communauté nationale. Et vous pensez qu'on est trop naïf aujourd'hui vis-à-vis de cette emprise communautariste ? On est naïf ou alors, vous savez, on se déchire souvent sur les stratégies. Donc, je veux bien accorder que les personnalités que vous invitez ce soir notamment souhaitent réellement lutter contre l'islamisme. Je ne leur fais pas du tout un procès d'intention, mais je pense que leur stratégie de faire profil bas, de ne pas stigmatiser, eh bien, c'est une stratégie qui n'est pas efficace. Moi, j'ai opté depuis longtemps pour une parole de vérité, non pas révélée, mais de dire franchement ce qu'on pense et de dire ce qu'est la réalité, de refuser le déni dans lequel étaient notamment un grand nombre, la plupart de nos responsables politiques. Pourquoi ce déni, d'après vous ? Pas de vagues. Pas de vagues. Pas de vagues. Bon. La peur de faire des vagues, et puis aussi, finalement, donc, à la fois une lâcheté et une certaine paresse. On a confié notamment aux grands frères, comme on disait dans les banlieues, la gestion des quartiers, puisqu'on ne dit plus banlieue, les quartiers, par commodité. Oui. Et puis après, on s'est rendu compte que les grands frères, en fait, ils faisaient croître l'islamisme dans les quartiers. Richard Malka, sur l'école, quelle serait la réponse ? Faudrait être plus ferme, faudrait être plus sévère ou faudrait être plus pédagogue ? Alors, sur l'école, 2 observations d'abord. Je rebondis sur ce que vous disiez, je suis parfaitement d'accord avec vous. Si on parle de darwinisme, alors le problème se situe bien davantage chez les catholiques intégristes que chez les musulmans, à ma connaissance. Et la théorie du genre. Par contre, j'aimerais aussi citer, parce que je m'en rappelle, la tribune de Soufiane Zitouni, vous savez, ce professeur de philosophie du lycée Averroès à Lille, qui avait professé dans ce lycée et qui a dit « j'arrête parce que ce n'est plus possible ». Il y a de l'embrigadement, il y a de l'antisémitisme enseigné. Donc là, on est sur d'autres problématiques qui ne sont pas le darwinisme. Ça existe et c'est ce que dénonce aussi ce proviseur de Marseille. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs, mais on ne peut pas réellement ne pas voir ça parce que nos concitoyens le voient et parce que c'est insupportable. Alors bien sûr, il faut plus de fermeté, bien sûr, il faut être ferme, droit sur ses principes. Ce proviseur, tolérant. à Marseille, il a l'air décontenancé, il a l'air en plein désarroi. Oui, parce que personne ne l'aide, parce qu'on le laisse tomber. Mais l'aide, c'est quoi ? L'aide, c'est... Déjà, le soutien de la hiérarchie. Là, c'est en train de changer, j'espère, avec Jean-Michel Blanquer. Mais jusque-là, les supérieurs hiérarchiques, l'inspection, pas de vague, etc. comme vous disiez. L'aide, c'est ne pas avoir peur. C'est ne pas avoir peur. Exactement. Fatima Bennomar, là-dessus aussi, vous pensez que c'est un En fait, je voulais à la fois rejoindre mon camarade, mais en fait, je ne comprends même pas pourquoi vous êtes allé jusqu'aux États-Unis. En France, le plus grand mouvement qui a eu de pression dans l'école au nom d'une idéologie conservatrice, ça a été les journées de retrait de l'école. C'était des mouvements intégristes catholiques qui ont donc monté ce qu'on appelait l'observatoire de la théorie du genre pour faire reculer un projet de loi qui était d'enseigner l'antisexisme à l'école. C'était donc, et c'est le seul mouvement donc, qui est d'obédience catholique qui a eu la peau des ABCD de l'égalité, qui était un programme d'antisexisme au nom de la complémentarité femmes-hommes, etc. Est-ce qu'on a vu des élèves catholiques remettre en cause, contester leurs professeurs ? On a vu des parents sortir leurs enfants, et on a vu le programme et maintenant le mot genre, et maintenant alliés aux islamistes quand même. Qui était très minoritaire, ils y étaient. Il y a eu une alliance un peu comme la Manif pour tous. Faut toujours les justifier, vraiment. Non, mais ça c'est la réalité. Ils sont minoritaires. Je suis désolée. C'est comme à la Manif pour tous, effectivement. À la Manif pour tous, il y avait une minorité de mais ils étaient là.
Oui. Il y a eu une minorité de cortèges islamistes à la Manif pour tous, mais la Manif pour tous était majoritairement, et c'est là que vous voyez que je peux vous renvoyer le procès que vous faites. C'est qu'au moment où je vous parle de ça, vous me sortez la minorité de ces mouvements, ou alors on peut revenir avec les procès. Mais voilà, c'est bien vous qui une loupe, et c'est vous qui essayez de faire croire que la question de l'éducation est aujourd'hui prise en otage par l'obédience d'une religion. Bien. Ce n'est pas vrai. Si vous le voulez. Faites en sorte qu'on soit obligé de rééquilibrer le débat. On parce continue. que la plus grande menace sur l'éducation nationale a été orchestrée et avec une victoire par l'Observatoire de la théorie. On vous a entendu sur ce point, Fatima Benomar. Autre signe, si vous le voulez, on avance un peu. Non, mais juste très répondre à Fatima à propos du respect des lois de la République. Il existe quand même une communauté en France qui prie pour la République et qui se soumet aux lois de la République, ce sont les Juifs. Les Juifs, il n'y a pas d'ambiguïté sur les Juifs. Ils reconnaissent que les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses. Bon, autre signe de cet islamisme qui tendrait à proposer un modèle de contre-société, Marie, vous reprenez votre exposé des indispensables. Quels sont ces autres signaux ? Eh bien, avec le vecteur Internet, il y a plusieurs mots qui se développent avec une grande facilité. Le premier qu'on peut citer, c'est le complotisme. Si l'on prend un exemple qui a été médiatisé récemment, c'est celui de Ménel. On va la voir, c'est une jeune chanteuse, voilà, la voici, qui a participé au télécrochet The Voice. Et cette jeune femme, elle avait posté des messages sur Facebook juste après l'attentat de Nice. Elle y disait notamment, eh bien voilà, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, prenez-nous pour des cons, ou encore les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Alors elle s'est excusée par la suite, mais ce genre de propos complotistes, eh bien, il prolifère avec Internet, surtout lors d'événements marquants comme les attentats. Résultat, aujourd'hui, c'est intéressant, un Français sur 5 considère toujours qu'il y a des zones d'ombre autour de l'attaque de Charlie Hebdo. Il y a même 3% de Français qui vont jusqu'à penser que cette attaque était une manipulation dans laquelle les services secrets ont joué un rôle déterminant. Alors Internet, c'est aussi un vecteur de prosélytisme et d'apologie du terrorisme. Je vous donne un exemple. Sur Twitter, le hashtag « Je suis Kouachi », juste après les attentats de Charlie Hebdo, eh bien, ils ont été retweetés 37 000 fois ce hashtag. Et un exemple marquant qui est de plus en plus observé chez les jeunes, il y a eu 2 jeunes femmes, 17 et 18 ans, qui en août 2016 ont été mises en examen pour prosélytisme violent sur Internet. Et face à cela, eh bien, le gouvernement, il est mobilisé quand même. Il appelle les acteurs d'Internet à retirer en 1 heure maximum les contenus illicites. Les réseaux sociaux s'y mettent. Facebook et YouTube appellent à créer un algorithme pour bloquer systématiquement les contenus terroristes. Et enfin, Twitter a annoncé avoir supprimé 125 000 comptes terroristes au mois de février 2016. Voilà, puis il faut qu'on parle aussi du développement de l'antisémitisme, que là encore, on relie, dont on dit qu'il y a une rupture dans l'antisémitisme. C'est plus le vieil antisémitisme un peu fascisant du vieux fond d'extrême droite français, mais qui a pris de nouvelles formes, et notamment du côté de l'islamisme politique. Marie. Alors, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble des chiffres, mais pour les actes antisémites recensés, pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, en 1998, on a recensé 81 actes antisémites, alors qu'en 2017, on en a recensé 311, soit quasiment un tiers de tous les actes haineux enregistrés en France, alors que les Juifs ne représentent que moins d'1% de la population. Alors, ces dernières années, les actions se sont avérées de plus en plus violentes. Depuis le décès d'Ilan Halimi en 2006, 10 personnes ont été tuées violemment parce qu'elles étaient juives. Bon, merci Marie. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord du complotisme et de l'exemple de cette jeune femme, Ménel. Ménel, qui dit les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Ménel qui se réfère systématiquement à des propos, à des maîtres à penser islamistes, pour le dire brièvement. Est-ce que c'est une forme de rébellion adolescente quand on dit ça, ou est-ce que c'est le symbole d'une jeunesse qui est happée par des théories de rupture, et notamment des théories islamistes qui fracturent la société, Farid Abdelkrim? Vous qui connaissez ces discours, qui les avez connus de l'intérieur? Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a un élément qu'il faut absolument mettre en relief et que j'ai pu constater partout où j'interviens aujourd'hui, que ce soit en prison ou à l'extérieur, dans le cadre des ateliers théâtre que je mets en place. En ce qui concerne l'islam, il y a une ignorance crasse de cette religion.
c'est un drame pas possible. Et ça, il faut absolument le dire. Et parce qu'il y a cette ignorance, certains en profitent, non seulement pour la maintenir, parce qu'ils veulent continuer à pouvoir agir sur cette dite communauté, mais en plus, ça dessert l'avenir de ces jeunes gens. Alors, moi, je ne connais pas cette jeune fille et je ne sais pas pourquoi elle a tenu ce type de propos, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, effectivement. C'est d'une grande banalité. À force de mettre en garde les gens en leur disant « faites attention », ne croyez pas ce qu'on vous raconte, eh bien, paradoxalement, beaucoup de jeunes sont prêts à croire tout ce qu'on leur raconte, et notamment les pires inepties et les pires aberrations. Donc, juste pour anticiper sur de possibles réactions, je voudrais juste dire que quand je dis cela, ou quand j'émets des critiques par rapport aux discours qui sont diffusés, c'est pas parce que à côté il se passe ça que ce que je dis ne se passe pas. Il faut pouvoir l'entendre comme ça. Il ne s'agit pas de faire ici exclusivement, de pointer exclusivement mon doigt sur l'islam, mais je parle de ce que je connais depuis l'intérieur. Et depuis l'intérieur, c'est pas forcément beau à voir ou beau à entendre. Quand vous dites c'est pas beau à voir, c'est quoi? C'est un projet politique pour vous de l'islamisme sur le sol français? C'est un projet de séparation? C'est un projet de contre-société? Le communautarisme n'est plus à démontrer, c'est quelque chose qui est réellement présent. Il y a des gens qui ne veulent pas faire société. Ils n'ont pas compris qu'on vivait dans un pays où la seule communauté qu'il faut reconnaître, c'est la communauté des citoyens. Et cela, en principe, tout imam qui se respecte, tout théologien qui se respecte devrait, dans son discours, convoquer un minimum de théologie préventive. Je cite ici Tarek Kobrou, qui met en relief cette idée que quand on s'adresse à un public, il y a dans notre auditoire des gens qui ne sont pas censés entendre le propos avec suffisamment de recul. Donc, prendre nos précautions pour leur dire « ne vous trompez pas de Dieu, sinon vous risquez de vous tromper de monde, et ne vous trompez pas de monde, sinon vous risquez de vous tromper de Dieu ». Et d'un mot, Farid Abdelkrim, qu'est-ce qui vous a fait, à un moment donné, rompre avec les frères musulmans? Il y a plein d'éléments, mais si je dois en citer un qui concerne notre propos aujourd'hui, c'est ma capacité, grâce à des rencontres, de sortir de l'entre-soi. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes, je leur dis la pire des choses qui peuvent vous arriver, c'est de vous retrouver avec des gens qui pensent que comme vous. Essayez d'aller rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous et confronter votre manière de voir le monde avec eux. Et c'est de ces rencontres que vous allez vous enrichir et que vous allez apprendre à relativiser, à nuancer. Il faut mettre de la relativité. Et un autre élément extrêmement important que je mets en relief, vous parliez tout à l'heure de l'école, je pense que ce qu'il est important de faire dans les écoles, et je le fais notamment à travers un projet initié par Rachid Benzine qui s'appelle Lettre à Nour, dans la région où je vis, on fait jouer le spectacle auprès des élèves, lycéens et collégiens, et derrière, on entame des discussions avec eux. Et l'essentiel de mes discussions avec les gens que je rencontre aujourd'hui repose sur des questionnements. L'islam tel qu'il est diffusé refuse, déteste les interrogations et les questionnements. René Frégosi, est-ce que vous voyez dans l'exemple de Ménel... Il a tout à fait raison. Est-ce que vous voyez dans l'exemple de Ménel, je voudrais qu'on reste là-dessus, une anecdote, encore une fois, l'égarement d'une adolescente qui a finalement pris trop de proportions, ou est-ce que vous dites, non, on est là dans un signal de cette jeunesse perméable à ces discours islamistes politiques? Oui, bien entendu, c'est un exemple emblématique, mais je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Farid a été parfait dans sa réponse. Mais sur le complotisme, sur ces idéologies de rupture justement, précisément, avec la société, je voudrais revenir sur la pensée extrême et en évoquant un sociologue qui a écrit un bouquin parfait là-dessus qui s'appelle Gérald Bronner. Et effectivement, la pensée extrême, c'est à partir d'une idée, se centrer exclusivement sur cette idée et refuser le doute, la critique, la discussion, le pluralisme, la pluralité des idées. Et nous en discutions l'autre jour avec Hossein Drouish, qui est l'imam de Nîmes, qui est extrêmement minoritaire, hélas. Donc il parle bien mieux de l'islam que je ne pourrais le faire. C'est pourquoi je le cite, et nous avions cette discussion, nous en étions d'accord. C'était lors d'un colloque à Béziers. Et effectivement, il me disait, mais le problème de l'islam, c'est qu'en effet, il ne s'agit pas d'une foi individuelle, mais d'une assignation à une
religion, c'est-à-dire à une communauté. Bon. Et il faut réformer l'islam, me disait-il. Là, on est encore une fois sur l'islamisme, et cet islamisme politique, plus que sur la religion elle-même. David Cormand, je reprends notre intitulé « Sommes-nous trop naïfs ?» face à ce que révèle l'affaire Ménel. Moi, sur l'affaire Ménel, la question que je me suis posée, c'est... Alors après, j'ai conscience de ce que je vais dire oui, mais encore une fois, celui-là, il relativise et tout ça. Si elle n'avait pas porté de voile, est-ce qu'on aurait été voir avec autant d'acuité ce qu'elle avait écrit sur ses comptes Twitter? Et le fait qu'elle porte le voile, est-ce que ça change quelque chose au contenu de ses tweets? Je ne crois pas, parce qu'en réalité, je pense que quand elle écrit ces conneries insondables qu'elle écrit dans son tweet, je pense, mais j'en sais rien, je ne la connais pas, que c'est moins une question de parce qu'elle serait musulmane que parce qu'encore une fois, et je le disais quand vous m'avez interrogé tout à l'heure, c'est la première chose que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens, qui soient musulmans, qui ne le soient pas, qui remettent en question l'information telle qu'elle est donnée. Et je crois là, parce que si c'était une islamiste intégriste, est-ce qu'elle participerait à un radio crochet, à chanter des chansons? Je me pose la question. Visiblement, elle a fait du chemin en 4 ans. Enfin, il y a 4 ans, elle citait beaucoup Tariq Ramadan ou Dieudonné parmi ses inspirateurs. Et donc, M. Pujadas, si elle a fait du chemin en 4 ans, est-ce que la réaction qui a été celle de la chaîne de télévision qui diffusait l'émission, de la pousser à arrêter, est une bonne idée? Une chaîne amie, donc on ne va pas en dire. Non, mais je ne dis pas de mal. C'est là par rapport à la surréaction, et je reviens à la stratégie... La surréaction, elle a été aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, brusquement, beaucoup de gens ont pris la parole pour dire... Pujadas, si vous voulez me dire qu'aujourd'hui, en France, la pensée dominante, ce qui est devenu la bien-pensance, c'est plutôt de stigmatiser l'islam, je vous réponds oui. C'est en quoi, d'ailleurs, que c'est pas du tout... Nous, on dit le contraire. Nous, on dit le contraire, oui. Alors là... Il suffit de voir les la de plein de bien-pensance, journaux en fait, pour très savoir relatif. que tous les... Oui, moi je préfère bien penser que mal penser, mais la pensée majoritaire aujourd'hui... Non, mal penser, c'est pas mal. Excusez-moi, mais c'est plus populaire. Médiatiquement, vous ne pouvez pas nier que la question de est-ce que l'islam est-il un danger et tout, et revient tout le temps sur les unes de plein de journaux. C'est plus populaire politiquement, c'est plus vendant électoralement de stigmatiser aujourd'hui l'islam, plutôt que de dire attention, soyons mesurés sur ces questions. Richard Malka, en critiquant Ménel, on voulait critiquer l'islam, vous pensez ? Je ne l'ai pas vécu comme ça. Alors moi, j'ai trouvé cette affaire, pour le coup, assez anecdotique. Et j'aurais plutôt tendance à penser, effectivement, qu'on peut dire des conneries quand on a 18 ans ou je ne sais pas quel âge elle avait, et puis les regretter sincèrement et s'excuser. Et ça ne doit pas vous fermer votre carrière. Puis Mathieu Kassovitz aussi en a dit des conneries, et il a le droit de jouer. Et il en dit encore. Donc non, je n'ai pas trouvé ça tout à fait symbolique. Je ne pense pas que l'islam ait été le sujet. Après, je peux comprendre aussi, et il faut le comprendre, que des gens aient pu être sincèrement choqués par des propos qui sont insupportables. Bon, est-ce qu'on est naïf face à l'islamisme? Il y a eu des plans de déradicalisation, il y a eu des plans de lutte contre l'islamisme qui ont été menés. Ça ne date pas du dernier plan il y a un mois d'Édouard Philippe, ça date même d'il y a 3 ans, consécutif aux attentats de Charlie Hebdo. Il était présenté par Najat Vallaud-Belkacem. On l'écoute, Najat Vallaud-Belkacem, c'était le 22 janvier 2015, donc très peu de temps, quelques jours après ces attentats. Écoutez. Nous devons donner aux enseignants les moyens de mener à bien leur mission. Nous ferons une place prioritaire à ces besoins qui se sont fait jour, des apprentissages sur la laïcité, l'animation des débats, les usages des médias, de l'Internet, et nous veillerons à l'homogénéité de cette formation initiale sur tout le territoire, dans tous les aspects pour les nouveaux enseignants. Voilà, regardez ce qu'était ce plan, les principales directions de ce plan. Créer des centres de déradicalisation dans chaque région, ça n'a pas marché. On sait qu'il y a eu une expérience et que finalement il y avait très peu de monde dans ce centre et qu'il a fermé, que ça n'a pas marché. Un numéro vert pour signaler les personnes radicalisées. Une réserve citoyenne pour l'éducation nationale. Vous vous souvenez ? On l'a oublié. C'était il y a 3 ans. Et le gouvernement proposait à des personnes comme vous et moi de venir parler aux élèves de leur expérience, de leur parcours, pour, là encore, tenter de favoriser leur civisme. Et puis, dernier point, on va continuer à découvrir ce tableau. Le dernier point, c'était lutter contre le complotisme à l'école. Et là encore, les enseignants devaient être formés. C'est ce à quoi faisait allusion Najat Vallaud-Belkacem. Avec le recul, ces plans, c'était une goutte d'eau dans l'océan où on a pris à bras-le-corps ce problème de l'islamisme politique. René Frégosi, d'après vous? Non, mais c'est parce que
dans le fond, on ne comprend pas ce qu'est la radicalisation. Les radicalisés, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est un tout. On ne peut pas séparer, excusez-moi, la discussion sur ceux qui sont passés à l'acte, ceux qui sont islamistes et l'ensemble qui va servir de vivier. On parle bien de vivier islamiste. Donc le combat, il est bien culturel et idéologique. Est-ce que les plans qui étaient présentés en prenaient la mesure? Mais Ils non, étaient à la pas hauteur. du tout, puisqu'on se focalise sur quelques individus qui sont passés à l'acte, ou qui sont susceptibles de passer à l'acte. Mais quand on parle de l'école, renforcer la pédagogie contre le complotisme. Bien entendu, si on se fixe sur les individus, individuellement, il y a évidemment des processus psychologiques à étudier. Chaque individu est un individu spécifique et qui doit être pris en compte en tant qu'être humain. Mais c'est vraiment prendre le problème par le tout par la petit pointe. bout. Bon, Fatima Benomar, un plan contre l'emprise idéologique de l'islamisme. Vous seriez pour? Vous seriez favorable? Un plan qui prenne les choses à bras-le-corps. Quel serait-il? Et d'abord, est-ce qu'il est urgent d'y réfléchir? Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous propose des solutions, elles sont pour le moins symboliques. Ça a été comme interdire le salafisme. À ce moment-là, il faudrait encore le définir. Et qu'est-ce que le législateur, je pense qu'il va y perdre son latin. Donc c'est vrai que la première chose à faire, c'est d'étudier, de commencer maintenant avec le recul du temps, d'étudier les profils de ces personnes. Alors ça doit être mon regard biaisé féministe, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai été intéressée par les parcours par rapport aux violences intrafamiliales qu'ont vécu beaucoup de ces personnes qui ont été passées à l'acte, et même quand elles avaient des mœurs, notamment par rapport à la bisexualité, par rapport à quelque part qui mettaient la confusion dans leur identité de genre et une espèce d'injonction contradictoire en interne avec leurs convictions. Et il me semble que c'est ce genre d'études de profil, maintenant qu'on a un nombre... voilà. Et juste par rapport à l'affaire Ménel et au complotisme... quand Stéphane Poussier vient de faire une apologie d'un terroriste... Stéphane Poussier, c'est cet ex-candidat de la France Insoumise qui a tweeté des messages en se moquant d'une certaine manière... c'est clairement une apologie parce du qu'il lieutenant-colonel de gendarmerie qui a sacrifié sa vie. Parce qu'il applaudit les terroristes. Maintenant, et même si on est choqué par ce qu'a fait Ménel, c'est pas qu'elle a fait l'apologie du terrorisme. Elle n'a pas dit bravo, il a bien fait de faire ce qu'il a fait à Nice. Elle a dit pour moi, c'est un coup monté. Voilà. Et même si moi je ne rejoins pas son avis, je pense que c'est un avis qui doit pouvoir s'exprimer dans un état de droit. On a le droit de dire, comme il y a eu, même parfois je me demande aujourd'hui si un documentaire comme Bowling for Columbine, qui est sorti après les attentats du 11 septembre, pourrait sortir. Il est clair que maintenant, la parole des grands dirigeants de ce monde est mise en doute. Par exemple, quand George W. Bush dit on va attaquer l'Irak pour les armes de destruction massive et qu'on n'a jamais retrouvé des armes de destruction massive, vous n'enlèverez pas de la tête des gens qui se disent qu'il a fait ça pour aller attaquer l'Irak et pour s'accaparer le pétrole. Et par ailleurs, je pense que pour le coup, là, c'était vrai. Richard Malka est exaspéré. Pour moi, pourquoi le complotisme, ça va à un moment, cette idée de tout mettre dans le complotisme, même l'idée de se dire qu'il y a des coups montés. Or, en politique, on en a toujours eu, la Saint-Barthélemy jusqu'à nos jours. Pour moi, ça peut à un moment amener à de la censure par rapport à la liberté de pensée des citoyens. Richard Malka. C'est étonnant, mais vous répondez toujours à des questions qui ne sont pas posées. Personne ne prétend devoir interdire les propos complotistes. C'est pas le débat. C'est simplement qu'il faut un jour... assumer qu'il faut assumer. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée sous la pression. Une victime de cette charmante jeune fille. Personne n'interdit ses propos, mais il faut aussi assumer ce qu'on dit dans la vie. Ça c'est un principe de responsabilité et de dignité aussi. Alors maintenant, attendez, il vous répond. Richard Malka vous répond. De ce que je pensais de Ménel. Maintenant, pour répondre à votre question, les mots précèdent toujours les actes, toujours. L'idéologie précède toujours le terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme sans idéologie. Donc c'est un combat idéologique qu'il faut mener. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, vous disiez que la mode et la bien-pensance c'était de donc stigmatiser les musulmans. Nous, on a tendance à considérer que quand on est à gauche, c'est extrêmement dur de tenir les positions que nous tenons parce que les clercs, les intellectuels... Quand on est à gauche, oui. Okay. Oui. Et
c'est franchement dur oui, d'avoir c'est cette notre position. cas. Bah oui, excusez-nous, on a le droit aussi. Non, mais c'était pas du tout un reproche. Et voilà. Et la majorité du monde intellectuel est sur ces questions-là, et la bien-pensance sur ces questions-là, elle n'est pas du tout de notre côté. Mais Et le combat idéologique, il est là, il est à gauche à mon avis. Question très concrète, s'il vous plaît. Pour mener ce combat idéologique, faut-il interdire les organisations qui se réclament du salafisme? Faut-il interdire les organisations qui se réclament des frères musulmans? Ce débat-là, il monte. Manuel Valls en a parlé récemment. François Fillon, avant lui, l'avait évoqué pendant la campagne. Écoutez, propos rassemblés par Alexandre Guetta et Manu Bliard. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme ou des frères musulmans. Moi, je nomme les choses. Je nomme le problème que nous avons avec l'islam radical. La France est en guerre contre le terrorisme, l'islamisme radical, le judaïsme, pas contre une religion, pas contre l'islam, mais le salafisme, les frères musulmans, cette idéologie de mort, c'est notre ennemi, il faut la combattre. C'est un corps à corps dans les quartiers et la République doit gagner. On rappelle, le salafisme, c'est cette branche fondamentaliste de l'islam, cette branche littéraliste de l'islam. Quelques chiffres. Regardez, le salafisme, on estime que c'est 100 mosquées en France pour un noyau dur de 50 000 personnes. Ce sont des chiffres de Bernard Godard, qui est considéré comme un expert, qui a longtemps travaillé sur ces questions au sein de la police, puis dans le monde universitaire, mais que l'influence est importante. 100 mosquées sur 2500 mosquées en France à peu près. Est-ce qu'il est envisageable, opportun, judicieux d'essayer d'interdire ces organisations? Farid Abdelkrim, vous qui en avez fait partie, qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. Je pense que ça risque d'être très contre-productif. Moi, il me semble véritablement, encore une fois, et c'est ce que je fais à mon petit niveau, que nous devons travailler auprès de la majorité des jeunes gens qui seraient susceptibles de ne pas avoir les outils suffisants pour pouvoir émettre une critique par rapport à ce qui leur est diffusé en termes de discours. C'est à eux qu'il faut essayer de s'adresser, c'est à eux qu'il faut essayer de donner les outils. Interdire, je ne suis pas sûr d'abord que ça puisse se faire très concrètement, et puis derrière, vous allez avoir tout un tas de jeunes gens qui ne sont pas intéressés par ça au départ et qui, parce qu'il y a interdiction, vont vous dire... Moi, je vais y aller. Donc, il me semble qu'il ne faut pas... Parce que c'est là où... Préférez une lutte sur le plan idéologique, sur le plan des idées, plutôt que sur le plan légal. Parce qu'il y a en plus, en face de vous, des jeunes gens que vous rencontrez qui ont un argumentaire après extrêmement étoffé et qui tient la route du genre... Bon, très bien, nous on veut bien ça, mais vous avez des gens qu'on met en avant, mais qui ne représentent pas non plus l'islam, même si ils paraissent être modérés, etc. Il faut faire attention. Moi, j'ai écrit un livre en 2015 que j'ai intitulé « L'islam sera français ou ne sera pas ». Cela ne veut pas dire que l'islam va disparaître, il va prendre les formes que nous connaissons. Mais un islam français, ce serait quoi? Ce serait un islam intelligible, audible, à l'oreille de tout croyant fidèle, volontaire, qui voudrait pouvoir bénéficier d'un rapport à une théologie, à une spiritualité et un rapport au droit canon religieux inscrit dans la République française, quelque chose qui tient la route. Voilà. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Grande difficulté de monter l'organisation de l'islam de France, parce qu'il y a des islams, des influences étrangères, plein de lectures de l'islam. René Frégosi, interdiction ou pas? Non, bien entendu, on ne peut pas interdire un courant de pensée ou un courant religieux. Ce n'est pas un parti, même s'il œuvre contre la République. C'est pas une organisation. Par contre, on peut interdire des pratiques. Or, le salafisme est centré sur l'orthopraxie, c'est-à-dire la rigueur, l'orthodoxie des pratiques. Et il y a des pratiques qu'on devrait effectivement interdire. Eh bien, refuser de serrer la main à une femme sur son lieu de travail, ça peut être sanctionné. Moi, personnellement, mais c'est aujourd'hui infaisable. Il y a 30 ans, au moment des jeunes filles voilées de Creil, je pense que c'était faisable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais sur le principe, pour moi, effectivement, le port du voile est une atteinte à... ce n'est pas un signe religieux spécifique de la religion musulmane. Les islamistes se le sont attribués.
Mais effectivement, nous l'avons dit, toutes les religions ont voilé les femmes. Donc ça n'est pas un signe de rejet de l'islam, c'est un signe de rejet de l'oppression des femmes. Donc là aussi, ça ce pourrait être interdit. Mais en tous les cas... Je voudrais vous entendre, Fatima Benomar, là-dessus. Pardonnez-moi, René Frégosi. C'est aussi stupide que d'essayer d'interdire effectivement... Le communisme stalinien ou les insultes dans la rue lorsqu'on n'a pas un flic sous la main. Bon. Ça, c'est interdire le voile il y a 30 ans, le voile comme signal d'oppression de la femme. De toute façon, le voile est un usage genré qui a voulu justement, en fait, sa signification qu'on retrouve dès la Mésopotamie, c'est que la cité est l'espace masculin parce que c'est l'espace de la politique et les femmes sont renvoyées au privé. Et donc les religions les ont recyclées. C'est d'ailleurs 2 siècles après l'apparition de l'islam qu'il a été décidé que des docteurs en droit ont décidé de l'imposer. Mais moi, je ne suis pas du tout pour l'interdire. Si je reprends l'exemple de ce qui s'est passé sur les plages par rapport au Burkini, c'est-à-dire que quand on est féministe et qu'on est auprès des femmes, on ne peut pas dire à une femme qui sans doute déjà vit dans un environnement conservateur et qui sort de la maison pour aller sur une plage, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de féministe à lui envoyer la police, tu enlèves ton voile ou tu sors. Moi, j'ai des femmes voilées dans ma famille, c'est pas possible. Si un policier vient, pour elle, même si c'est un instrument d'oppression pour vous. Moi, j'ai eu des transitions de comportement par rapport au fait que je sois devenue féministe, ne serait-ce que parce que maintenant je m'épile plus, par exemple. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a aucune féministe radicale qui m'a dit non mais tu te comprends pas, tu es une femme adulte, voilà. Donc je ne pense absolument pas qu'il soit possible d'aller dicter à une femme de but en blanc: enlève ton voile. Ce n'est pas possible, ce n'est pas féministe, c'est violent. Quel rapport avec le féminisme? Le féminisme, c'est justement de lutter contre ce symbole de l'oppression des femmes. Non, ce n'est pas lutter contre des si symboles, le voile était interdit, ça les aiderait considérablement, les femmes, pour ne pas le porter. Je cite toujours cette jeune Égyptienne qui avait participé à la manifestation Place Tahrir, qui est reprise aujourd'hui en Iran, parce que les femmes qui l'enlèvent le voile en Iran, qui l'enlève en Égypte, elle l'enlève comme un symbole de libération de la femme. Alors, lorsque vous défendez les femmes voilées, c'est de l'antiféminisme que vous faites. Non, mais donc, cette jeune fille sur la place Tahrir disait... Est-ce qu'elle est pour l'interdiction du voile? C'est pas vrai, elle est pour le droit des femmes à se dévoiler. Plus vous portez le voile et plus vous êtes agressé par les hommes parce que vous vous présentez comme une femme soumise. Nous devons nous présenter comme des femmes insoumises. Ça vous va bien quand même, justement, non, insoumis. Surtout pas politiquement d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces femmes-là, elles ne luttent pas pour l'interdiction du voile. Et même moi, j'en ai rien à faire. Pourquoi elles luttent? Pour le coup, moi, je lutte pour l'interdiction du voile. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Et moi, je suis pour qu'elles aient le droit de retirer leur voile. Sauf que moi, je vais vous donner un exemple. À un moment, j'ai eu ma crise d'adolescence. J'ai porté le voile pendant 1 semaine au lycée. Voilà. Et au moment où de le retirer, ça a été... c'est pas quelqu'un qui m'a dit retire-le. C'est un moment où je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas du tout. Et je pense vraiment que c'est une violence d'aller interdire de but en blanc à des femmes de porter le voile dans l'espace public. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la laïcité parce que les citoyens ont le droit. Mais maintenant, moi, que le voile soit sexiste... Mais ça n'est pas une façon de se vêtir, le voile. Le voile n'est pas une façon de se vêtir particulière, comme si je mettais un pantalon rouge au lieu de mon pantalon noir. Excusez-moi, symboliquement, c'est complètement... Mais pour moi, je ne peux pas faire du féminisme de symbole. Je suis auprès des femmes, je suis pour leur accompagnement, pour leur déconstruction de ce que c'est le patriarcat. Oui, parce que vous les prenez pour des enfants, c'est sûr. Leur interdire le voile, c'est les prendre pour les enfants les pauvres, aussi. etc. Mais leur interdire, est-ce que c'est pas infantilisant aussi? Non. Je voudrais qu'on aborde un dernier aspect, c'est celui qui concerne Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, on entend beaucoup ces derniers jours, notamment du côté des critiques. Est-ce qu'il a vraiment pris conscience de la lutte idéologique, de la lutte culturelle qu'il faut mener contre l'islamisme? On va voir ce qu'il disait il y a 3 ans, on va voir ce qu'il disait il y a quelques semaines, on va voir s'il y a une différence et on va essayer de comprendre sa vision. Est-il déterminé là-dessus? Écoutez, et je vous remercie René Frégosi de nous avoir rejoints ce soir. Amélie Carrouer va venir nous retrouver pour se faire une idée précise de ce qu'il y a dans la tête de notre président de la République sur ces sujets. Écoutez, Emmanuel Macron, il y a 3 ans, il y a quelques semaines. Notre responsabilité, c'est d'accepter aussi l'idée que nous avons une part de responsabilité. Parce que ce totalitarisme, il se nourrit de la défiance que nous avons laissée s'installer dans la société. À chaque fois que notre nation est frappée en son cœur,
d'aucuns ont tendance à vouloir la déchirer en ne traitant que les symptômes et s'attaquer à la cause profonde, à une part de la cause profonde, une part qui se love en nous, c'est dans et par l'école. Et c'est en construisant cette école de la bienveillance et de l'épanouissement aussi qu'on construira une génération qui trouve sa place dans la société, qui construit son épanouissement, qui n'aura plus à céder aux pulsions de mort qui finissent par fasciner quelques-uns parce qu'ils n'y ont pas construit leur propre avenir. On construit une nation et on a toujours construit la République dans l'école. Bonsoir Amélie. Service politique de TF1 et LCI. Est-ce qu'il y a une évolution entre le Emmanuel Macron d'il y a 3 ans, ministre des Finances, qui semblait d'abord attribuer les attentats à des causes matérielles, des causes économiques, des causes sociales dans les quartiers, et le Emmanuel Macron d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on a encore du mal à y voir clair à ce qu'il pense vraiment sur ces sujets? Du mal à y voir clair très certainement, et certains députés de La République En Marche partagent en tout cas cette analyse. On va revenir quelques mois seulement en arrière. On attendait un discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y avait un espace laissé vide, même aux yeux de certains députés, je le disais. Et puis finalement, pas de discours fin 2017, pas de discours début 2018. Il a contourné l'obstacle, en fait, Emmanuel Macron. Pour quelle raison? D'abord parce qu'il a vu que l'opposition était à l'affût. C'était l'opposition qui demandait particulièrement le discours sur la laïcité à Emmanuel Macron. Bref, chacun y a vu un piège tendu, pas question. Puis on l'a bien vu avec le président de la République, plus on lui demande et moins il va le donner. Il faut rappeler aussi que ces derniers mois, on était sur la loi asile et immigration. Ce sujet-là était hautement fragile, sensible et inflammable. Pas question d'en rajouter encore une fois, même si, j'insiste, des députés de La République En Marche nous le disaient, on manque de boussole sur ce sujet, on en a besoin, parce qu'on a peur qu'on renvoie Emmanuel Macron systématiquement à ses propos de 2015, et parce qu'on voit que l'opposition est en train de fourbir ses armes. Il y a encore quelques semaines, Laurent Wauquiez était en campagne très fort sur ces thèmes-là pour prendre la présidence. Il ne faut pas imaginer le contraire. À La République En Marche, il ne le sous-estime pas du tout, Laurent Wauquiez, sur ces thème-là. Mais pas de discours. C'est un angle mort de la Macronie d'une certaine manière. Mais certainement laissé volontairement angle mort, et puis en plus pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il envoie des petits messages quand même, Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de discours, enfin pas de discours officiellement devant la presse, mais il a fait des vœux devant les représentants des cultes, et l'Élysée a laissé fuiter des éléments du discours. Et c'est ainsi que nous avons appris, en pleine polémique tout de même, son silence commençait à faire du bruit, qu'il estime que la laïcité ouverte est mieux que la laïcité de combat, qui, vous le savez, est chère à Manuel Valls, par exemple. Donc, pas de laïcité radicalisée à laisser entendre le président de la République. Pour la suite, eh bien rien, il reste le maître des horloges, on ne le répétera jamais assez, mais il annonçait quand même une chose, vouloir poser les jalons d'une organisation de l'islam dans le premier semestre 2018, mais touche par touche. Lui qui aime tant agir par ordonnance, là on l'a compris, sur ce sujet, ce ne sera pas le cas. Sujet sensible, sujet délicat, sujet très compliqué, l'islam de France. On a toujours 2 visions de la société de ces sujets, entre Manuel Valls d'un côté et entre Emmanuel Macron de l'autre, comme au temps où ils étaient dans le même gouvernement. En effet, ça se poursuit, et d'ailleurs, ces derniers jours encore, des ministres nous faisaient savoir, des cadres importants de La République En Marche, qu'Emmanuel Valls ne représentait que lui-même. Et ça, on l'entend régulièrement, puisque Manuel Valls, encore cette semaine, s'est exprimé largement sur les attentats. Et bien, cette semaine, je peux vous dire que des cadres importants de La République En Marche nous ont fait savoir que le président de la République, lui, il avait gagné, il avait été élu, lui n'a pas perdu la primaire, et c'est lui qui tient le discours, et le seul actuellement. Richard Malka, vous attendez une prise de position, un discours de la part du président de la République sur ces sujets ? Ce qu'on sent, c'est que le président de la République évite soigneusement et prudemment de s'exprimer sur cette thématique. En fait, il s'exprime contre Manuel Valls en 2015 aujourd'hui, mais quelle est sa pensée? Il évite de la livrer parce que je pense qu'il considère qu'il n'y a que des coups à prendre. Et en cela, il a probablement raison, mais je ne vois pas quand même qu'il puisse s'abstenir de dire clairement quelle est sa pensée. Alors maintenant, si il considère que le problème, ce serait les laïcs radicalisés, là, c'est un propos rapporté, donc est-ce qu'il l'a tenu ou pas, je n'en sais rien. Devant les représentants des cultes au mois de janvier. Alors, venir parler de ça en ce moment, il va avoir du mal à faire croire aux Français que le danger dans ce pays, ce sont les laïcs radicalisés qui, à ma connaissance, ne sont à l'origine d'aucun attentat, d'aucun mort, d'aucune atteinte aux libertés. Farid Abdelkrim, vous aimeriez, vous aussi, entendre un discours
clair et net du président de la République là-dessus ? Oui, on aimerait tous entendre un discours clair et net. Maintenant, moi, je ne fais pas partie de ceux qui attendent les discours pour agir. Moi, à mon humble et petit niveau, j'essaie de faire le boulot que je peux faire et je suis encore une fois persuadé que ce sera dans notre capacité à diffuser auprès des gens qu'on rencontre, les uns avec les autres, en montrant surtout chez les personnes expérimentées d'un certain âge qu'on est capable, malgré nos divergences de point de vue, de faire des choses ensemble pour l'avenir de notre pays, c'est-à-dire cette jeunesse. Et c'est extrêmement important d'essayer de le faire comme ça. David Cormand, vous pensez qu'il doit s'exprimer sur ce sujet, Emmanuel Macron ? Oui, mais je crois que vous l'avez dit, à sa manière, il l'a un petit peu fait. Quand même, par rapport à tout à l'heure, le programme de Najat Vallaud-Belkacem, il faut rappeler la faute originelle du précédent gouvernement. Quand le Premier ministre Manuel Valls avait dit, je crois, je le cite de mémoire, que par rapport aux attentats, il cherchait à comprendre, c'était excuser. Je pense que ce postulat de départ était une grave erreur. D'ailleurs, il est resté sur cette ligne-là. Et le fait que le chef de l'État, quand il était ministre, et aujourd'hui, essaye de nuancer cela en regardant les questions sociologiques, en regardant les outils pour pouvoir déconstruire ce dont on parle maintenant depuis une heure ensemble, ça ne me paraît pas forcément mauvais signe. Et quant au débat entre la laïcité ouverte, la laïcité de combat, moi c'est franchement un débat dont je me méfie. Je crois que l'équilibre de la laïcité qui s'articule avec les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité dans notre pays, c'est un terme qui se suffit à lui-même. Et lui adjoindre un qualificatif ouverte ou de combat, c'est déjà dénaturer un concept qui est une exception française. Il y a pas d'autres pays où ce concept existe. Et très bien, et la Suisse. Et je pense qu'il faut y rester attaché. Mais c'est fini. Oui, ça a basculé. Comme quoi, ça peut basculer. Il n'y a pas d'acquis. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir débattu ce soir avec nous. Merci Amélie de nous avoir rejoints. Restez avec nous, on va maintenant parler d'un autre aspect de ce débat consécutif aux attentats, un aspect plus sécuritaire, un aspect lié au renseignement, à l'action policière, à l'aspect judiciaire. Il est l'un des premiers grands juges antiterroristes que la France a connu. Jean-Louis Bruguière nous rejoint. Jean-Louis Bruguière qui a eu à traiter du terrorisme palestinien, d'actions directes, de l'assassinat de Chapour Bakhtiar, mais aussi plus récemment de la première grande campagne d'attentats récents, d'attentats islamistes que la France ait connus, les attentats du GIA. C'était en 1995 à Paris. Soyez le bienvenu, Jean-Louis Bruguière. Je profite pour vous donner cette dernière information. La compagne du terroriste, encore une fois ici, on préfère ne pas donner son nom à toutes les sauces. Ce n'est pas la peine d'en faire un héros. Elle a été mise en examen. Elle a été mise en examen il y a quelques instants pour association de malfaiteurs en liaison avec une entreprise terroriste et elle a été incarcérée de détention préventive donc pour cette jeune femme. Il est acquis, Jean-Louis Bruguière, que la dangerosité du terroriste n'avait pas été correctement évaluée. Écoutez ce qu'a répondu aux critiques tout à l'heure Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Il a vanté le bilan des forces de l'ordre, des policiers et des magistrats. Écoutez. Depuis janvier 2015, le travail de ces services de renseignement a permis de déjouer 51 attentats. 17 ont échoué. 11, nous le savons hélas, ont abouti. Depuis 2015, 48 étrangers liés aux mouvances terroristes ou islamistes ont été expulsés et 361 interdictions administratives du territoire ont été prononcées. Jean-Louis Bruguière, ma question est simple, vous qui connaissez parfaitement ces dossiers, est-ce qu'aujourd'hui notre dispositif policier de renseignement est suffisant ? Alors, je ne vais pas faire de politique, mais je vais vous dire d'une façon très, très sereine et affirmative qu'on a probablement un des dispositifs les plus efficaces qui existent donc en Europe et peut-être au monde, car même nos amis américains, que je vois de temps en temps, le disent. Mais au vote, ils le disent. Oui. Pourquoi ? Parce que vous savez, il n'y a rien de plus que l'expérience. Nous avons malheureusement une expérience très longue dans cette matière qui a commencé dans les années 70. Nous avons mis un dispositif en état de marche, donc depuis très longtemps. Nous avons centralisé donc à Paris les poursuites, l'enquête et les jugements depuis les lois du 9 septembre 86, c'est pas récent. Nous avons un dispositif et on a renforcé progressivement les moyens de la DST et surtout
on a une capacité légale de pouvoir travailler, donc pour les juges et le parquet, en lien avec les services de renseignement. Alors vous allez me dire, oui, il y a eu des attentats, mais moi je peux vous dire qu'entre 1996 et 2012, j'ai quitté mes fonctions en 2007, il ne s'est rien passé, mais qu'on a à l'époque déjà déjoué 1 à 2 tentatives par an. Aujourd'hui, les statistiques qu'on vous a données sont tout autres parce que la menace est d'une autre nature. Elle a augmenté. Elle a augmenté, la typologie est différente, depuis 2014, bien évidemment, mais déjà elle existait à l'intérieur, déjà à l'époque, dans 97-98. On n'a rien, si vous voulez, les liens avec la criminalité ou la petite délinquance existaient. Parlez de quel cas? Oui, bien évidemment même, la plupart des individus qu'on a arrêtés, du GIA, du GSPC, étaient des gens qui vivaient sur notre sol, qui ne venaient pas de l'extérieur, d'autres venaient de l'extérieur, donc il n'y a pas eu des fonds. Sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, le nombre est d'une nature différente. Alors, faut-il aller plus loin? Écoutez Laurent Wauquiez hier qui suggérait notamment une mesure, la rétention d'une grande partie de ceux qui sont fichés à l'antiterrorisme. Écoutez. Encore une fois, le terroriste était évidemment fiché S. Je demande que l'on ne se contente plus de suivre les islamistes en attendant qu'ils passent à l'acte. Il faut les mettre hors d'état de nuire, avant qu'ils ne fassent couler le sang d'innocents. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de 3 ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Est-ce qu'il est imaginable, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est opportun, est-ce qu'il est efficace de décider d'interner une partie des fichiers ni possible, les plus dangereux, ni légal, ni opportun, ni efficace de le faire de mon point de vue. Une fois de plus, je me sors tout à fait en dehors du champ politique. Parce qu'on a un système très sécuritaire. Nous avons mis le curseur le plus loin possible, mais on est dans un état de droit. Je veux dire, mais sur quelle base nous allons aujourd'hui interpeller, mettre en rétention, enfermer des gens qui, sans aucune base légale, je veux dire, bon, parce que c'est comme ça qui est réclamé. Je veux dire, les spécialistes ou ceux du renseignement ou de la justice de la police vous diront que, bien évidemment, c'est une position qui est une position politique, mais qui n'est pas possible. Elle n'est pas efficace parce que, précisément, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la détection très en amont des individus. Vous allez en enfermer un certain nombre, mais il y en aura d'autres qui vont agir. Vous comprenez? Bon. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est le problème des idées. La fin de l'État islamique ne sera pas la fin, malheureusement, du terrorisme, parce que c'est l'idéologie qui porte les organisations, les individus vont changer. Moi, mes clients, entre guillemets, du GIA sont passés au GSPC, au FIT, sont passés à Al-Qaïda, et certains sont passés après l'État islamique. Et demain, il y aura Daesh 2 ou Daesh 3, une autre organisation qui aura une autre appellation. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir comment on peut détecter très en avance, parce que la problématique qu'on a aujourd'hui qui est différente, c'est celui du passage à l'acte et de la radicalisation très rapide qui se faisait. À l'époque où j'étais magistrat, c'était un processus beaucoup plus long. Aujourd'hui, il est très rapide. Donc, il est évident qu'on a beaucoup de difficultés à le détecter. Il faut mettre en place des mécanismes et surtout faire en sorte que l'ensemble de la population soit consciente de cette menace et apporte son concours. Parce que c'est important. En termes d'efficacité, je ne parle pas de civisme. C'est fondamental parce que vous avez une zone grise qui est une zone infralégale où on ne peut pas interpeller les gens, sinon on ne serait plus dans l'état de droit. Et c'est là où les choses se passent. Donc il faut avoir le concours donc, des familles, des associations, de l'école, pour informer, ce n'est pas de la délation, mais des signaux faibles, c'est-à-dire des situations, des comportements qui ne sont pas répréhensibles, mais qui peuvent être annonciateurs d'un phénomène de radicalisation qui est potentiellement dangereux. Jean-Luc Bruguière, vous avez indiqué, il y a 1 an, un attentat chimique mais surtout nucléaire, est une menace à prendre très au sérieux en France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà il y a 10 ans ou 15 ans, en 2001-2002, on a eu une affaire où il y avait eu des individus liés donc à Al-Qaïda et à des groupes tchétchènes qui avaient nourri, qui voulaient faire des attentats, pas nucléaires, mais radiologiques, et en récupérant des substances radioactives, donc de nature militaire. Qu'on appelle une bombe sale. Une bombe sale. Pas une bombe atomique au sens... Pas. Le même groupe avait tenté, donc, avec l'aide d'organisations liées à Abou Moussa al-Zarqawi, pour ne pas le citer, ou d'autres, de ramener du cyanure qu'ils avaient expérimenté, que les Tchétchènes avaient expérimenté assez efficacement, malheureusement, contre les forces de l'ordre,
pour faire des attentats ici avec du cyanure. Alors, ce n'est pas du chimique lourd, c'est pas de... On parle de la France, là. On parle de la France. Tout ça a été déjoué. Donc, c'est pas nouveau. Donc, il faut être vigilant. Ce sont des possibilités qui existent, mais vous savez, je crois qu'il faut rassurer la population. Pourquoi ? Parce que ça suppose la mise en œuvre de moyens compliqués, au moins de tout un réseau. Et plus vous êtes en réseau aujourd'hui, plus vous allez vous faire détecter facilement avec des moyens technologiques que nous n'avions pas à l'époque. Ce qui est difficile, c'est l'attentat fait par un individu qui est solitaire, qui va laisser peu de marques, peu de traceurs, qui va peu téléphoner, peu communiquer, qui ne va pas utiliser les réseaux sociaux. Dès lors qu'il s'agit d'un réseau, les moyens du renseignement se sont améliorés. Pas uniquement en France. Il faut savoir également qu'on a une communauté du renseignement international qui fonctionne parfaitement bien, que nos réseaux français, que nos services français sont en lien avec l'ensemble de la communauté internationale, notamment les États-Unis ou d'autres pays, et que donc le renseignement circule de façon efficace. Jean-Louis Bruguière, je voulais vous montrer aussi une image, celle de cet homme, ce visage d'Arnaud Beltrame, dont le corps, dont la dépouille aujourd'hui a été transférée à Paris, veillé aujourd'hui avec les gendarmes, et demain, hommage national. Qu'a suscité en vous, vous qui avez lutté contre le terrorisme pendant 25 ans dans la magistrature, qu'a suscité son geste ? Énorme émotion, c'est un héros. Je veux dire, tout a été dit, c'est difficile d'utiliser des vocables. Quand on a vu et quand on voit, je veux dire, cet homme qui est un militaire et qui savait parfaitement ce qu'il faisait et ce qu'il encourait, compte tenu de la situation qu'il a parfaitement jaugée, je veux dire, on est vraiment face à une situation particulièrement héroïque et sur laquelle on ne peut que s'incliner. Annika. L'info en plus, que se passe-t-il entre la Corée du Nord et la Chine ? Un mystérieux train aux vitres teintées est parti de Pyongyang pour s'arrêter en gare de Pékin. Qui avait-il à bord ? Tout le monde pense que le grand leader de Corée du Nord pouvait être à l'intérieur. Vincent Hervouette nous rejoint pour l'info en plus. Vincent, bonsoir. Ce n'est pas l'Orient Express qui est mystérieux, c'est le train Pyongyang-Pékin. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a pu avoir un sommet, une rencontre au sommet ? C'est beaucoup mieux que l'Orient Express, c'est le train fantôme. C'est un train mythique, c'est une véritable usine à fantasmes qui roule. C'est le train du leader, du fondateur de la Corée du Nord, de son fils, son petit-fils. C'est un train que toute l'Asie connaît, c'est un train vert, donc avec des vitres teintées. Il y en a une demi-douzaine d'ailleurs. Il y a toujours deux locomotives, 27 wagons, un réseau privatif en Corée qui dessert différentes propriétés du clan. Et quand il arrive en Chine, parce que le père venait souvent en Chine, le père de Kim Jong-un venait en Chine, et à chaque fois ça mettait un désordre invraisemblable dans le réseau ferré, parce que d'abord le train, c'est un train qui avance à toute petite vitesse, 60 km/h, et puis surtout, il y a des réseaux de sécurité incroyables, et donc aujourd'hui, ou du moins hier, à Pékin, il y avait un désordre incroyable dans tous les trains de banlieue, on serait cru en France. Mais on pense vraiment qu'il était à l'intérieur. Alors on ne sait pas qui était à l'intérieur, soit c'est Kim Jong-un, soit il avait envoyé sa sœur, en tout cas c'est un dignitaire de la famille, sa sœur qu'il avait déjà envoyée, vous savez, à Séoul. En réalité, les Sud-Coréens et les Américains pensent qu'il était à bord. Et pourquoi ce serait un grand changement ? Pourquoi ce serait une nouvelle ère peut-être ? Deux choses. D'abord, c'est la première fois que Kim Jong-un sortirait de Corée, le royaume ermite, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2011, donc ce serait une première. Et la deuxième chose, ce serait un rapprochement avec la Chine, alors que dans 2 mois, il rencontre Trump, dans 1 mois, moins d'1 mois maintenant, il doit rencontrer son homologue sud-coréen, que les négociations sont amorcées, et donc il viendrait leur expliquer qu'est-ce qu'il met derrière la dénucléarisation qu'il a promise, ou en tout cas comment est-ce qu'il intégrerait la Chine dans ce réseau de sécurité, dans les négociations qu'il entend avoir avec les Américains. Donc ce serait un événement très important. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que c'est une mise en scène. C'est circuler dans un train blindé, opaque comme ça, avec un tel qui suscite tellement de curiosité, c'est un peu comme aller faire ses courses en chaise à porteur, si vous voulez. Vous êtes sûr de vous faire remarquer, que tout le monde en parle. Hein. Merci Vincent. Voilà, la Chine, acteur important dans la région, mais entendu un nouveau pas peut-être vers une évolution de la situation. Merci Jean-Louis Bruguière d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Vincent, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Tout de suite Hélène Lecomte et Arlette Chabot pour Politiquement Chaud. À demain. Votre programme avec cherchemoney.com.